Le contexte actuel et du développement ultérieur des relations entre la Russie et l'Afrique. De plus, nous envisageons cette rencontre comme exceptionnelle dans le cadre des préparatifs du deuxième sommet Russie-Afrique prévu au mois de juillet. Le premier sommet Russie-Afrique qui s'était tenu en octobre 2019 à Sotchi avait été très positif dans ses résultats et nous avait permis de renforcer cette coopération entre la Russie et l'Afrique, d'activer les échanges entre les milieux d'affaires, mais aussi sur le plan social et culturel. Ce partenariat entre la Russie et les pays d'Afrique a acquis une nouvelle dynamique et est passé à un niveau nettement supérieur. Cette conférence d'aujourd'hui, où sont représentés tous les pays du continent, pour que les législateurs puissent exprimer l'opinion de leurs citoyens. Et donc, dans ce contexte, votre venue ici à Moscou est un gage de développement des relations tout à fait positives pour toutes les parties. Et je le répète, notre pays a toujours fait et fera toujours plus pour renforcer ses liens avec les pays africains. Et sans exagération, je dirais que c'est une des priorités de la politique extérieure de la Fédération de Russie. Depuis l'époque héroïque de la lutte des pays africains pour leur indépendance, on sait que le soutien qui a été apporté par l'Union soviétique aux pays africains contre le colonialisme, le racisme et l'apartheid a été important. Et cela a permis à beaucoup de pays africains d'acquérir et de maintenir leur indépendance. Il y avait toujours un soutien pour la structure de l'État, pour la capacité de défense et le développement de l'économie et la formation du personnel. Le symbole de cette coopération à une époque était la construction du barrage d'Assouan, qui était si important pour l'Afrique. Il y a eu donc le soutien et l'appui soviétique, et la Fédération de Russie poursuit cette coopération. Les pays africains ne cessent de renforcer leur poids et leur rôle sur l'arène internationale. Ils se déclarent de plus en plus ouvertement en politique et en économie. Et je continue que l'Afrique est une dimension essentielle dans la formation du nouveau monde multipolaire. Il y a là tous les éléments pour le penser. On sait que à peu près 1,5 milliard de personnes vivent en Afrique. Il y a une base de ressources concentrées énorme qui représente à peu près le tiers des minerais au monde. Et pour l'instant, les pays africains ne représentent que 3% du PIB mondial. Mais cela se fait dans un contexte de croissance permanente et dans ces conditions difficiles, sur fond de turbulences sur le plan économique et politique, on voit les pays africains qui cherchent à mener une politique extérieure et intérieure souveraine, indépendante, en toute autonomie, face à des problèmes qui sont complexes. La Russie et les pays d'Afrique défendent traditionnellement pour nos peuples le droit essentiel, leurs valeurs propres, sans ingérence venue de l'extérieur et sans esprit néocolonial. Et beaucoup de pays en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique latine partagent ce point de vue. Et tous ensemble, nous constituons justement la majorité dans le monde. J'ai déjà dit à plusieurs reprises que notre pays insistait sur la nécessité de construire avec les amis africains un partenariat réellement stratégique. Nous sommes prêts à travailler ensemble à l'ordre du jour international pour renforcer, soutenir plus d'équité entre les pays, plus de respect et plus de coopération sur le plan économique. Et grâce à cette coopération sur le continent africain, beaucoup d'entreprises ont été créées, des secteurs industriels complets ont été mis sur pied, il y a des infrastructures qui ont été restaurées, construites, notamment sur le plan social, et je sais que la dette des pays africains, qui représente
plus de 20 milliards de dollars. Et chaque année, on voit une augmentation du volume des échanges entre nos pays et qui a représenté entre la Russie l'an dernier 18 milliards de dollars. Évidemment, ce chiffre ne peut pas nous satisfaire complètement, mais on sait que nous pouvons aller beaucoup plus loin, mais cet échange dans les deux sens de produits et de services doit pouvoir nous permettre de passer un règlement financier pour ces échanges dans des monnaies nationales, et on ouvre ici en 2021 ce système de zones économiques libres en Afrique et qui aujourd'hui doivent devenir un marché qui représentera plus de 3 000 milliards de dollars. Et donc on a de la même façon que nous avons en Eurasie une structure avec une communauté économique eurasiatique, nous pouvons avoir les mêmes structures en Afrique. Et il y a de grandes entreprises russes comme Gazprom Neft et Transneft et d'autres grandes entreprises qui vont continuer à aider les pays africains à produire leur propre énergie, puisque aujourd'hui le continent ne satisfait qu'un quart de ses besoins. Nous proposons de nouvelles technologies écologiquement propres pour le nucléaire. Rosatom, par exemple, construit déjà une centrale nucléaire en Égypte et va étendre sa participation au développement des systèmes énergétiques du continent africain. J'attire votre attention sur le fait qu'une part importante et même certains pays assurent complètement leur énergie grâce à des investissements russes à hauteur de 25 milliards de dollars. Et cette coopération se fait aussi dans les hautes technologies. Par exemple, en Angola, avec l'aide de la Russie, un système de télécommunication par satellite a été mis en place. La société russe Yandex aide certains pays africains à développer des systèmes d'information, de transport par taxi, et en même temps la Russie est toujours prête à partager ses technologies avec les pays africains. Elle propose de travailler ensemble au développement technologique. Je le souligne, notre pays honore tous ses engagements, tant en livraison de biens, d'engrais, des produits énergétiques et de tous les biens nécessaires, et cela constitue notre contribution à la sécurité alimentaire et énergétique de l'Afrique. Vous savez qu'une part de nos ressources qui ont été gelées dans certains pays européens notamment, et ça concerne aussi l'engrais, nous l'avons dit, je sais que le premier lot est déjà parti, nous sommes prêts à offrir gratuitement ces produits aux pays africains, mais il y a des obstacles qui ont été mis sur cette voie par nos partenaires occidentaux. En s'orientant sur les besoins de l'Afrique, la Russie était prête à proroger encore de 60 jours l'accord sur les céréales qui a été signé en Turquie avec l'Ukraine pour fournir des engrais et des céréales. Nous insistons sur le caractère important de cette transaction pour que les pays africains et d'autres pays en voie de développement puissent bénéficier de ces biens. Et nous insistons pour que les conditions proposées par la Russie soient respectées, c'est-à-dire que ces céréales puissent parvenir aux pays africains et ne soient pas dirigés vers les marchés européens qui sont déjà rassasiés, et le montant, le volume des céréales exportées d'Ukraine représente 45%. 45% de ce volume a été exporté vers l'Europe et seulement 3% pour l'Afrique. Je vais peut-être dire deux mots là-dessus encore. Je souligne simplement le fait que, compte tenu de notre position, il y aura plus de justesse et dans ce système de répartition,
Et cela, c'est important pour conditionner la suite de notre partie. Je sais que la dette des pays africains, qui représente plus de 20 milliards de dollars, et chaque année, on voit une augmentation du volume des échanges entre nos pays et qui a représenté entre la Russie l'an dernier 18 milliards de dollars. Évidemment, ce chiffre ne peut pas nous satisfaire complètement, mais on sait que nous pouvons aller beaucoup plus loin, mais cet échange dans les deux sens de produits et de services doit pouvoir nous permettre de passer à un règlement financier pour ces échanges dans des monnaies nationales, et on ouvre ici en 2021 ce système de zones économiques libres en Afrique et qui aujourd'hui doivent devenir un marché qui représentera plus de 3 000 milliards de dollars. Et donc on a de la même façon que nous avons en Eurasie une structure avec une communauté économique eurasiatique, nous pouvons avoir les mêmes structures en Afrique. Et il y a de grandes entreprises russes comme Gazprom Neft et Transneft et d'autres grandes entreprises qui vont continuer à aider les pays africains à produire leur propre énergie, puisque aujourd'hui le continent ne satisfait qu'un quart de ses besoins. Nous proposons de nouvelles technologies écologiquement propres pour le nucléaire. Rosatom, par exemple, construit déjà une centrale nucléaire en Égypte et va étendre sa participation au développement des systèmes énergétiques du continent africain. J'attire votre attention sur le fait qu'une part importante et même certains pays assurent complètement leur énergie grâce à des investissements russes à hauteur de 25 milliards de dollars. Et cette coopération se fait aussi dans les hautes technologies. Par exemple, en Angola, avec l'aide de la Russie, un système de télécommunication par satellite a été mis en place. La société russe Yandex aide certains pays africains à développer des systèmes d'information, de transport par taxi, et en même temps la Russie est toujours prête à partager ses technologies avec les pays africains. Elle propose de travailler ensemble au développement technologique. Je le souligne, notre pays honore tous ses engagements, tant en livraison de biens, d'engrais, des produits énergétiques et de tous les biens nécessaires, et cela constitue notre contribution à la sécurité alimentaire et énergétique de l'Afrique. Vous savez qu'une part de nos ressources qui ont été gelées dans certains pays européens notamment, et ça concerne aussi l'engrais, nous l'avons dit, je sais que le premier lot est déjà parti, nous sommes prêts à offrir gratuitement ces produits aux pays africains, mais il y a des obstacles qui ont été mis sur cette voie par nos partenaires occidentaux. En s'orientant sur les besoins de l'Afrique, la Russie était prête à proroger encore de 60 jours l'accord sur les céréales qui a été signé en Turquie avec l'Ukraine pour fournir des engrais et des céréales. Nous insistons sur le caractère important de cette transaction pour que les pays africains et d'autres pays en voie de développement puissent bénéficier de ces biens. Et nous insistons pour que les conditions proposées par la Russie soient respectées, c'est-à-dire que ces céréales puissent parvenir aux pays africains et ne soient pas dirigés vers les marchés européens qui sont déjà rassasiés, et le montant, le volume des céréales
exporté d'Ukraine représente 45%. 45% de ce volume a été exporté vers l'Europe et seulement 3% pour l'Afrique. Je vais peut-être dire 2 mots là-dessus encore. Je souligne simplement le fait que, compte tenu de notre position, il y aura plus de justesse et dans ce système de répartition. Et cela, c'est important pour conditionner la suite de notre participation. Je voudrais justement préciser ici, depuis l'année dernière jusqu'à septembre de cette année, il y a 827 navires qui ont quitté l'Ukraine. Il n'y a eu que 3 millions de tonnes qui ont été envoyées en Afrique et 1,1 million de tonnes dans les pays les plus pauvres d'Afrique. Et ça veut dire que tout le reste est parti dans les pays européens. Alors que toute cette transaction, cet accord a été validé justement pour satisfaire les intérêts des pays africains. Et j'attire votre attention sur le fait que pendant cette période, malgré toutes les restrictions établies contre les céréales russes, nous avons envoyé 112 millions de tonnes en Afrique. Et si nous prenons la décision de ne pas prolonger dans 60 jours cet accord, ça veut dire que tout le volume qui avait été envoyé précédemment dans les pays les plus pauvres, nous l'enverrons de Russie gratuitement vers les pays africains. À très haut niveau se trouve la coopération entre notre pays et les pays africains. Nous avons actuellement, sur le plan universitaire, nous avons 27 000 étudiants africains, donc 5 000 aux frais de l'État. Et ça veut dire que nous allons doubler le nombre de places en université pour les Africains et nous mettons en place un réseau d'universités pour pouvoir améliorer notre coopération sur différents domaines comme la santé, la protection de l'environnement, la sécurité biologique. Et dans cet objectif, la Russie est prête à remettre des laboratoires mobiles à l'Afrique, à former des spécialistes. Et d'ailleurs, pendant la période de pandémie à coronavirus, notre pays est un des premiers à livrer à des pays africains de grands volumes de vaccins et des systèmes de soins et des produits sanitaires. Et la Russie continue à tendre la main aux pays dans le besoin, notamment ceux qui ont souffert de catastrophes naturelles, qu'il s'agisse d'ouragans, d'incendies, de sécheresses. Et ces dernières années, nous avons pu soutenir aussi les pays sur un autre plan, celui de la sécurité, la lutte contre le terrorisme, en améliorant la coopération technico-militaire, en livrant des équipements de défense, et nous sommes prêts à poursuivre, mais aussi en formant du personnel. Le ministère de la Défense de la Fédération de Russie forme des militaires africains de plus de 20 pays. Nous sommes tout à fait sérieux dans nos préparatifs du deuxième sommet Russie-Afrique et nous espérons qu'il y aura les représentants de tous les pays africains et aussi des représentations des organisations représentatives de l'Afrique. Nous travaillons en étroite coopération avec les représentants africains et à la veille de ce sommet, il y aura plus de 100 rencontres différentes. Et pour conclure, je voudrais rappeler les paroles d'un grand homme d'État africain, Nelson Mandela, qui a tant lutté pour les droits des Africains et qui continue à être d'une grande actualité.
Rien ne doit nous dévier de la voie de la liberté. Personne ne doit se dresser sur notre chemin. Je suis convaincu qu'en travaillant ensemble, en nous aidant les uns les autres, nous pourrons faire beaucoup pour la prospérité et le bien-être des peuples d'Afrique et de Russie. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup d'être venu ici aujourd'hui à Moscou avec nous. Je vous remercie. Bonne chance à vous tous.